lors d'un voyage quelque part. Ouais, en Allemagne. Oui. Ouais. Puis elle a beaucoup aimé ça, elle a ramené ça. Et puis quand on ne sait pas quoi faire, eh ben, on fait des escalopes viennoises. Alors bien sûr, on va faire aussi d'autres recettes comme l'arrêt au beurre noisette. Je te dirai pourquoi. Le civet de lapin, là tu vas me dire pourquoi, parce que tu en as mangé beaucoup. Oui, pendant 2 semaines de temps sans arrêt. J'ai eu ma semaine ou mon mois bouilli, tu m'as dit? Oui, un mois bouilli, 2 semaines de civet de lapin, 1 semaine de coq au vin, puis 1 semaine de cassoulet. Ouais. Ça fait un mois complet de bouilli. C'est mieux que je commence à changer mes recettes, hein? Oui, on pourrait changer de menu. Alors, civet de lapin, on disait, puis une soupe à l'oignon. Alors voilà, c'est toute la cuisine qu'on va faire. Je te parlerai aussi de vieux livres, et ça appartenait à tes grands-grands-mères, ça veut dire une couple de générations plus tôt. Une grand-mère, grand-maman Lafont, qui avait ses livres, 1,50 franc, environ 40 sous. 40 sous le petit livre. Alors c'était 100 façons d'accommoder le bœuf, 100 façons de préparer les pommes de terre. Et on peut voir, il n'y a aucune recette à l'intérieur, ok? Aucune recette, aucune proportion, je voulais dire. Aucune recette, aucune proportion. Et puis ça, c'est un livre qui m'a été donné par ta grand-grand-mère Messoulard, 1850, un livre de Gouffé. Et les gens connaissent Gouffé. Et les vieux chefs connaissent Gouffé. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors c'est écrit, pas beaucoup de photos, écrit petit, pas des recettes très précises, mais il savait faire la cuisine quand même. Pour ça, on va aller voir quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux vieilles choses et à la vieille façon que les gens, il y a 2-3 siècles, utilisaient donc la table et comment ils installaient la table. Alors Emmanuel Nivon, qui habite Cap-Rouge, s'est intéressé à ça. Alors suivez-moi à Cap-Rouge. Aujourd'hui, je vous amène à une époque où la vallée du Saint-Laurent était le Canada, à une époque où finalement la table ne ressemblait à rien de ce qui est aujourd'hui. Nous allons rencontrer Emmanuel Nivon, un restaurateur qui s'est reconverti en tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui comprenait une table. Alors suivez-moi plutôt. En fait, je me suis spécialisé sur le milieu du XVIIIe siècle colonial français au Canada. Et je m'intéresse, dans cette courte période-là, les 30 dernières années du régime français, de 1730-1760 à peu près, je m'intéresse à tous les sujets. Alors c'est pour ça qu'on est là, on a 3 magnifiques tables. Et j'aimerais que tu me définisses les 3 tables que tu as installées si magnifiquement. Alors là, on a une table de gens simples, de paysans peut-être? Oui, c'est ça. En fait, dites pas paysans pour un habitant de la colonie, il prendrait personnel. En général, ils préfèrent s'appeler habitants. Souvent, c'est le symbole d'ailleurs de la propriété de leur maison et de leur terre. Alors le matériel, c'est de l'étain? On est sur une table qui est garnie principalement de pièces d'étain. Les assiettes sont en étain. Beaucoup aussi de céramique, qu'on appelle de la terre cuite commune, souvent en fait, où à l'époque on appelle ça de la terre vernie. Terre vernie verte. Qui était très courante dans les années 1600, qui a laissé tranquillement pour tout ce qui est art de la table, plat de service, assiette, à l'étain justement. Donc il y a de moins en moins de céramique commune sur la table, bien qu'elle est encore extrêmement abondante à la cuisine. La fourchette est en fer. Par exemple, c'est un fer qui est étamé. Et on peut remarquer qu'il y a il y a 4 dents. Il y a 4 dents. Et pourtant, il y a 250 ans. Très commun, la fourchette en fer à 4 dents, très commune. Et tu me disais que les Anglais sont arrivés bien plus tard avec le fameux 4 dents. Oui, d'ailleurs, certains voyageurs qui ont laissé des traces dans leurs journaux de voyage nous disent qu'ils sont un peu perplexes devant l'utilisation, quand ils arrivent dans la colonie après la conquête, ils sont un peu perplexes devant l'utilisation des fourchettes à 4 dents. Maintenant, t'as pas de couteau? Ben, bien sûr. Vous n'avez pas de couteau, vous? Moi, j'ai pas de couteau. Tout le monde dans la colonie a son couteau de poche. T'as le costume qui va avec, alors t'as le couteau, évidemment. C'est donc le couteau de poche, tout le monde avec son couteau de poche. Tout le monde, les enfants, les femmes, même les femmes, hein. Emmanuel, là, je vais te suivre parce que j'aimerais que tu me présentes la deuxième table. C'est parfait. Là, on est en présence d'une table qui, contrairement à la première, est déjà une table où on reçoit. Donc, elle est plus formelle par la vaisselle, mais aussi par son installation. On est à un niveau social un peu plus élevé, on va dire des bons petits marchands, des bons petits bourgeois à Montréal ou à Québec, avec évidemment la présence de la faïence. Alors, la faïence est beaucoup plus abondante, notamment au niveau des plats et des assiettes, qui remplacent donc l'étain des tables communes. On retrouve quand même un peu l'étain encore en plat de service, bien qu'il va disparaître tranquillement. Alors ça, c'est une fourchette à 2 dents. C'est qu'en général, avec cette fourchette, on va piquer. Avec le couteau, on va
déchirer plus que vraiment couper, c'est pas très coupant, d'accord? Et on va porter la viande avec la fourchette, porter à la bouche avec la fourchette. Mais si par exemple vous avez du riz, des pois ou des légumes, des choses comme ça, on se sert de la lame du couteau. Hein, on voit bien la forme qu'elle a ici. Ouais. D'accord? On se sert de la lame du couteau et on le porte, horreur, à la bouche. À la bouche. Chez un petit noble, un membre de la petite noblesse coloniale qui affiche évidemment à travers sa table de façon un peu ostentatoire donc sa réussite sociale, avec évidemment toujours l'évolution qu'on a vue depuis tout à l'heure à travers les matériaux. Ici on retrouve principalement un service en porcelaine. Alors la porcelaine, on est au milieu du XVIIIe siècle, est une importation de Chine. C'est une importation qui se fait par la Compagnie des Indes. Ces pièces-là évidemment valent une fortune. Ça affiche bien sûr le rang social et on retrouve des formes qui ont été faites en Chine pour l'Europe et ses colonies. Donc des formes qui ne sont plus utilisées pour les Chinois. Moi je veux te remercier, c'était une belle page d'histoire, j'ai appris beaucoup de choses, on sait mieux comment ils mangeaient et une autre fois on parlera de la façon qu'est-ce qu'ils mettaient dans toute leur assiette. Ça me fera bien plaisir. Alors voilà, merci. T'as vu, hein, je suis bien en uniforme du 18e siècle. Hein? Oui, très beau. Catherine, est-ce que tu peux nous dire si tu cuisines? Ben, pas vraiment, non. C'est vrai que quand tu étais plus petite... Je me laisse gâter plus. Oui, quand tu étais plus petite, tu cuisinais beaucoup plus. Alors là, j'ai une preuve de ça. On va voir à l'écran, regarde la photo. Ah. Okay. Alors c'est une preuve, elle faisait des tartes. Tu savais pas que j'avais gardé celle-là? Non. Non. C'est belle, hein? Ah oui. Oui, elle se fait gâter beaucoup plus. Alors Catherine, elle arrive, elle a ses devoirs, elle étale ses devoirs, je cuisine. Catherine, c'est prêt. Non, on fait comme ça, ok? On étale les devoirs, on tire le napperon. C'est ça, hein? Ah oui. On mange, quand on a fini, on repousse le napperon, on ramène les devoirs, puis on continue. C'est à peu près la cuisine, ok? Ouais, t'aimes ça de même. Elle a peut-être raison. Catherine, on va faire maintenant une raie au beurre noisette. Oui. Alors, là, ça, c'est la première recette. Pour faire une raie, d'abord, il faut un courbouillon. Un courbouillon, ça nous prend une casserole, de l'eau, à peu près moitié-moitié, du vin blanc qu'on va mettre, du feu là-dessous, et puis une garniture qui est composée généralement d'oignons. Puis là, je vais te laisser couper ça. On va les couper comme ça, puis comme ça. Et puis on va revenir dans l'autre sens. Je vais avoir besoin, un demi-oignon, ça va suffire dans la quantité. À peu près du céleri qui va ressembler à ça. De la même façon, tu vas me couper ça là. Et puis avec une carotte, on va être correct. On va la couper comme ça et comme ça. Alors je vais te laisser couper ça. Ça va être donc le courbouillon. On va mettre tous ces ingrédients quand tu auras fini à l'intérieur. On va cueillir aussi un peu de laurier. Ça c'est bon, le laurier. C'est dommage, il est beau le petit arbuste, mais c'est normalement pas dommage d'avoir du laurier comme ça. Il va être excellent. On va mettre tout ça à l'intérieur et moi, je vais préparer la raie qui est à côté. Alors, la caméra va me suivre. Donc, on a ce qu'on appelle une aile de raie. Alors, la première chose que vous allez faire avec une belle aile de raie comme ça, c'est la passer sous l'eau. Parce qu'on peut voir, elle va avoir toujours ce gluant-là. Sentez-la. Ça, c'est important. Si elle sent l'ammoniac, la raie est un des poissons qui va se perdre très très rapidement. Après 2-3 jours, l'odeur de l'ammoniac va devenir de plus en plus fort. Alors la raie, vous n'avez pas le choix, il faut que ça soit frais. Okay? Dans le commerce, on en trouve. Vous allez la trouver aussi congelée. Bien sûr, c'est différent, mais elle peut être bonne aussi. Évidemment, c'est pas comparable avec le frais. Alors on va aller sous l'évier. Et sous l'eau, on va donc la nettoyer un petit peu comme ça. On va enlever tout ce qui est gluant. Et puis, on va l'égoutter. Voilà. Par la suite, ça va Catherine? Oui. Tu connaissais ça, la raie? Mais tu vas peut-être me dire, c'est quoi le lien avec la grand-mère? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, comme tu sais, tu es déjà venu dans le fameux village de la Gaubretière. Oui. La Gaubretière, c'est en Vendée. Et la Vendée, évidemment, ça borde l'Atlantique. Et bien sûr, il y avait beaucoup de poissons sur la table familiale. Et
la table familiale, il y avait donc beaucoup de poissons qui étaient pas du poisson comme le turbo qui pouvait coûter trop cher ou des poissons qui étaient très dispendieux, mais on avait des poissons qui ressemblaient aussi à de la raie. Alors la grand-mère, cette grand-mère que tu as connue jusqu'à l'âge de 4-5 ans, allait faire son marché de poissons et amenait donc des poissons comme la raie. Et la raie, bien sûr, je l'ai connue avec cette grand-mère-là. Alors, comme on a pu voir, je l'ai tronçonné, tu peux voir Catherine, j'ai enlevé donc les morceaux qui sont autour. Votre poissonnier pourra faire ça comme il faut, et puis on la portionne de la sorte. Alors là, on a un os, plutôt une arête qui est un peu plus dure, et puis on va mettre ça donc dans notre courbouillon. Alors, la première chose, Catherine, on fait le courbouillon. Le courbouillon, on le fait bouillir. On le laisse bouillir environ 15-20 minutes, et une fois que ça bout et que ça a cuit, que les ingrédients comme les légumes ont donné du goût, ça s'est bien mélangé, on a mis du sel et du poivre. 15-20 minutes plus tard, on va mettre donc notre raie. Et la raie va cuire dans le bouillon? La raie va cuire dans le bouillon. On va laisser mijoter. Alors ça prend à peu près quoi? 8-10 minutes, ça dépend évidemment de la grosseur de ta raie, Catherine, parce que si tu as de la raie qui est un peu plus grosse, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps, mais 8-10 minutes, ça va être correct. Et 8-10 minutes plus tard, on va avoir donc notre raie qui est cuite ici. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que le courbouillon doit être cuit avant de mettre la raie. Okay, oubliez jamais ça. Le courbouillon, si tu veux, c'est un bouillon. Hein. On utilise le mot courbouillon uniquement pour le poisson, curieusement. Alors c'est le mot qui est adapté pour ça. Il doit vraiment cuire. Faites un bon 20-30 minutes avant de cuire votre poisson. Bien sûr, un courbouillon peut être utilisé pour n'importe quel poisson, aussi bien la raie que le saumon, que le flétan. Tous les poissons peuvent être cuits dans le courbouillon et bien sûr, ça donne un goût beaucoup plus goûteux que de le mettre seulement dans l'eau salée comme ça. Okay? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après? C'est donc de le retirer. Okay? On va le retirer et on va le débarrasser des peaux. Alors, les peaux, c'est ce qui se trouve ici. Viens voir, Catherine. Ben, tu vois, la peau, elle est gluante comme ça. Alors ça, il faut vraiment enlever. Ça se mange pas? Non, ça se mange pas. Et on enlève donc de la sorte. Et là, on va préparer le beurre, qui est le beurre noisette. On va prendre notre raie comme il faut, on va la mettre ici et on va prendre un tout petit peu de notre courbouillon qu'on va faire réduire dans notre fond de poêle. On va la faire juste un petit peu réduire et on va prendre du beurre. T'as vu, mais les cuisinières en arrière m'écrivent toujours des petits mots gentils dessus. Alors, et avec ça, on va utiliser des capres. On connaît tous les capres. Achetez les capres dans le liquide comme ça, vinaigrées. Elles sont bonnes et puis elles se conservent bien. Et vous les avez dans des petits pots qui sont sympathiques. Et on va utiliser aussi du vinaigre. Alors, on laisse réduire. Pourquoi après? Ça, c'est pour la sauce. Si tu veux, c'est le beurre qui va être utilisé pour mettre dessus notre raie. Alors, on pourrait faire ce qu'on appelle un beurre noir. Alors, le beurre noir, ce serait seulement du beurre dans le fond de ma casserole qu'on laisserait noircir. Alors, adieu la digestion. Okay, c'est dur pour la digestion. Ça, c'est beaucoup moins dur pour la digestion. Donc, on le laisserait noircir, on mettrait un filet de vinaigre et bang sur la raie. Ça, c'est possible. Ça, c'est une deuxième version. On fait donc réduire un peu de courbouillon qui va nous donner un peu de goût à notre beurre et on va rajouter donc notre beurre à l'intérieur de ça. Alors, on peut voir que le courbouillon, c'est goûteux, la raie a cuit dedans, on a eu des légumes à l'intérieur, il y a eu du vin blanc. Alors, ça, c'est vraiment goûteux. La réduction se fait et on va pouvoir mettre... On en met beaucoup dedans. On aime ça, le beurre. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir on va dire de mamie? On l'appelle mamie, la grand-maman. Moi, je me souviens qu'elle ne ménageait pas le beurre. Toute ma famille en France ne ménage pas le beurre. Ils ne ménagent pas le beurre en France. Ça y va à grosse cuillère. C'est vrai. En plus, ils n'ont pas de problème de cholestérol. Va comprendre. Pendant que ça cuit puis que mon beurre va fondre avec mon courbouillon, on va récapituler la recette. Tu veux me la lire? Ah oui, alors ça va être 700 ml de vin blanc sec, 700 ml d'eau, 2 carottes, un oignon, une branche de céleri, une petite branche de thym,
un petit bouquet de persil, un clou de girofle, 3 grains de poivre, du sel, 800 g d'ailes de raie, 80 ml de vinaigre de vin rouge, 180 g de beurre, 50 g de capre et 40 g de persil haché. Alors Catherine, pendant que tu défilais, on voit le beurre noisette qui est en train de mousser, ça c'est un bon signe. Alors on va le laisser mousser comme ça un petit peu, on va rajouter les capres, on fait chauffer vraiment comme il faut, et quand on voit que c'est presque à point, une petite goutte de vinaigre, ça sent bon hein? Est-ce que tu veux que je change mes bouillies pour de la raie? On pourrait. On pourrait. Et on va parsemer ça dessus. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire après? Le classique français, et ta grand-mère en mettait beaucoup, évidemment, c'est du persil. Le persil qui était un peu l'herbe passe-partout, aromatique donc des plats en France. Alors voilà, on a appris à faire la raie. Tu vois, le menu commence à changer pour les soirs d'école, après l'école. On va aller à la pause parce qu'après, on va faire la recette de Catherine. Et Catherine, tu vas faire quoi? Des escalopes viennoises. Alors voilà, restez avec nous. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne collation pour vous réchauffer. Superbe nourrissante express, Knorr. Même le chef est pour emporter. Besoin d'une bonne batterie? Passez au service Good Ranch de GM. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça, ces petits chiffres-là? Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est quand ils deviennent gros. Les conseillers des jardins, ils font grandir notre argent. Canal Vie vous présente les portraits intimes de femmes célèbres qui se sont illustrées sur la scène artistique américaine et mondiale. Voyez Portraits intimes, samedi, 20h. Ça aurait pu être pire. Au moins, on se marie pas avec Robert. Quand se fait suer, l'antisudorifique Lady Speed Stick. Le pouvoir nettoyant d'un dentifrice, la fraîcheur d'un rince-bouche, ensemble, le nouveau Colgate 2 en 1, dentifrice et rince-bouche, en gel liquide unique qui combat la carie tout en rafraîchissant la laine. Le nouveau Colgate 2 en 1. Certaines capsules décongestionnantes soulagent les nez bouchés jusqu'à 12 heures durant. Le vaporisateur nasal Dristan à effet prolongé en fait autant. La différence, le vaporisateur Dristan commence à agir beaucoup plus rapidement. Ok, tout va bien. Quand je suis plongée dans mes études, j'oublie parfois de bien manger. Mais je prends 130 tous les jours pour un apport complet en vitamines et minéraux. J'étudie la science de la mer, mais je me fie à la science de 130. Ça aide à compléter ma journée. Aujourd'hui, dans le monde de Natrel, il se passe quelque chose de nouveau et de merveilleux. Natrel Ultra Lait. Le lait au goût crémeux, qui reste frais plus longtemps, change de décor et se présente désormais sous un jour plus attrayant. Dans le monde de Natrel, nous cherchons toujours à vous offrir ce qu'il y a de mieux dans le meilleur des mondes. Clorox présente la nouvelle façon de nettoyer et de désinfecter le comptoir de la cuisine, la salle de bain et partout dans la maison. Les nouvelles serviettes désinfectantes et nettoyantes de Clorox. Pour les poubelles, les seaux à couches, les téléphones. Pour un service Good Ranch, passez chez votre concessionnaire GM. Et voilà, Catherine, on est de retour, et on est de retour avec ta recette, l'escalope viennoise. Oui.
Alors résume comment elle est venue un peu cette recette. Ben, j'ai découvert ça en Allemagne lors d'un voyage il y a peut-être 2-3 ans. Puis j'ai adoré ça, j'en mangeais tout le temps dans les restaurants. C'était, on arrive, que ce soit en Allemagne ou en Autriche, on était à Munich autour de ça. Et bien sûr, dans tous les restaurants dans cette région-là, on peut avoir donc le fameux Wiener Schnitzel. Excusez la prononciation pour les Allemands qui le disent beaucoup mieux que nous, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord une escalope. Alors l'escalope, on a du veau ici. Ça peut être du porc aussi, ça fait la même chose. Et puis on va le taper. Oui, bon. Là ici, j'ai un marteau. Ça, c'est un marteau pour attendrir les viandes habituellement épaisses, puis qu'on frappe avec le côté piquant ici. Mais moi, je vais plutôt utiliser le côté plat, qui n'est pas supposé servir, mais je vais l'utiliser quand même pour aplatir l'escalope. Alors, je vais juste la taper un peu comme ça, juste pour l'étendre un peu. Comme ça. Hey, t'es bonne. Ouais. Puis... Alors, Catherine, dis-moi, quand on achète du porc, il y a une chose qu'il faut vraiment faire. Enlever le gras. Oui, enlever le gras. Si vous avez le malheur de laisser une petite bande de lard, de gras là autour, vous avez le commentaire qui va avec, ok? Alors, du porc, on pourrait... du porc, du veau, c'est généralement les deux viandes qu'on peut utiliser. Catherine, on va passer après ces viandes-là, donc, dans ce qu'on appelle une anglaise. Peu importe le nom, t'en as pas besoin. Alors, une anglaise, c'est quoi? C'est des œufs. Ouais. C'est 3 plats. Un avec des œufs brassés, un avec de la farine, puis un avec de la chapelure. Et là, on va tremper les viandes dans chacune d'elles. On va commencer par laquelle? Avant de les cuire. On commence avec la farine. Oui. Ensuite, les œufs. Et ensuite, la chapelure. Alors voilà, on sale un petit peu, hein, et on poivre un petit peu. Hop. Alors moi, je vais commencer la farine. Alors, ce qui est important, puis on sait ça, tu peux me le dire, c'est d'enlever l'excédent. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait des moutons de farine à l'intérieur. Alors voilà. Après, on le trempe dans les œufs. Puis les œufs, ça va faire coller la chapelure après l'escalope. Hein? C'est une cuisinière, ma fille. Ah oui, j'apprends vite. Et puis là, on a donc une poêle, Catherine, et on va y mettre un petit morceau de beurre et puis un petit peu d'huile, et on va cuire donc nos escalopes. Une seconde. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Alors, on étend comme il faut. Faut aller plusieurs fois, n'est-ce pas? Pour que la chapelure s'imprègne comme il faut. Voilà. On peut la taper un peu. Et puis, on met ça donc dans l'huile et le beurre. Alors, en général, notre recette, elle s'arrête presque là. Ouais. Hein, pas loin. On y met toujours un légume. Alors là, on fait les légumes de mamie. Oui, on fait les haricots, qu'elle a l'habitude de faire sauter ça dans le beurre. Comment elle appelle ça déjà? Fricassé, hein? Fricassé. Oui, ça c'est vraiment un mot à mamie, hein? Ah, oui. On fricasse. Alors là, ce que je vais t'apprendre, et ce qu'on ne fait pas généralement, qui est vraiment le classique, c'est la garniture. La garniture qui est composée d'un œuf cuit, dur, et on va hacher séparément le jaune. Tu vas faire le jaune, je vais faire le blanc, d'accord? D'accord. Donc ça, c'est la garniture classique de ce qu'on appelle la viennoise. Or, évidemment, ça c'est vraiment classique. Vous n'avez pas besoin de le faire, mais ça se fait. Ça se fait. Alors, les blancs d'œufs, on les hache très très finement. On va ajouter à ça du persil et ça va servir un peu en décoration de notre plat, Catherine. Alors, évidemment, nous, on n'a pas besoin de faire ça, mais c'est peut-être temps de les retourner. Et on va déposer ça sur notre assiette. Alors ce qu'on fait, c'est voilà, c'est une petite ligne de persil. Une petite île de jaune d'œuf. On essaie de faire une ligne. Oui. Mais t'es pas mal du tout. Et puis on va mettre les blancs d'œufs. On peut coller. C'est même préférable.
c'est bizarre les classiques des fois, tu es d'accord avec moi? Oui. Ouais, c'est étrange, mais c'est ça, prends-le si tu veux, oublie-le, c'est pas une grosse histoire. Ça c'est le classique. Et le classique veut qu'on mette un petit morceau de citron avec un petit morceau d'anchois et puis un petit oignon blanc comme ça, qui va aller juste par-dessus notre escalope. Ouais. Tu veux nous récapituler ta recette? Oui, alors ça prend 4 grosses escalopes de veau, 3 œufs, 30 ml d'huile, 60 g de farine, 100 g de chapelure, 60 g de beurre, 4 filets d'anchois à l'huile, un citron, des petits oignons au vinaigre et du sel, du poivre. Ah ben voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit beurre qui va aller sur notre escalope. Et ça, c'est un conseil classique aussi que je vais donner. Généralement, quand c'est quelque chose de pané, Catherine, on ne met jamais de sauce. On va dire une sauce épaisse, une sauce généralement à base de demi-glace. Quand c'est pané, ça veut dire une panure, c'est quelque chose avec de la mie de pain, avec de la farine, un peu dans ce style-là. On finit généralement toujours avec donc un petit beurre qui est noisette. On peut mettre juste un petit morceau de jus de citron comme ça. Et puis, on envoie dessus. OK? On peut ajouter le petit citron comme ça par-dessus. Et ça, c'est le plat de Catherine. OK? Hein? On va s'en faire une. Ça va changer de mes bouillies, comme tu dis. Ouais. Ouais, hein? Ou de mes plats mijotés. Ouais. Pourtant, avec l'hiver, c'est bon les plats mijotés, non? Ouais. Est-ce que tu as un autre souvenir avec mamie, par exemple, avec la nourriture de mamie ou grand-maman, des bonnes choses? Il y a une perdrix au chou de grand-maman qui est très très bonne. Oui, en effet. Oui, en effet. Mais mamie, je me rappelle de ses moules à marinière. Ah oui, les moules. Ah oui. Ouais. Elle mettait un peu de vin blanc, mais c'était correct aussi. Catherine, on va aller à la pause parce qu'on va faire un autre plat. Et ça, c'est ta grand-grand-mère qui faisait ça. C'est un civet de lapin. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, vous restez avec nous parce qu'on va faire le civet de lapin ensemble. Rien de mieux qu'une bonne collation pour vous réchauffer. Superbe nourrissante express, Knorr. Même le chef est pour emporter. Quand vous ne pouvez vous brosser les dents, mâchez la nouvelle gomme dentaire blanchissante Aquafresh. Sa triple action aide à nettoyer vos dents, aide à empêcher l'accumulation de taches et rafraîchit votre haleine. La nouvelle gomme dentaire blanchissante Aquafresh. Quand vous pouvez, brossez, sinon mâchez au rayon des dentifrices. Ici Joanne Prince. Pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, je vous invite à regarder chaque semaine l'émission Jeux de société. C'est un rendez-vous. Jeux de société, samedi, 19h. J'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. Quelque chose que tu n'as jamais vu dans cette maison. Ça s'appelle cuisiner. Du cuibé? Non, cuisiner. C'est simple, c'est rapide et c'est bon. Pizzeria du coin va faire faillite. Stouffer's vous présente Skillet Sensations, un repas surgelé complet avec de savoureux légumes, une délicieuse sauce et plein de viande. Tout ça déjà tout préparé. Et voilà, c'est ça, cuisiner. Skillet Sensations de Stouffer's. C'est bon la vie. Savourez-la. Désormais, vous pouvez transformer votre photo préférée en un timbre-poste. Et lui aussi peut apposer sa photo sur un timbre-poste. Et elle peut aussi. Enfin, vous voyez le portrait? Vous n'avez plus qu'à l'apposer sur vos timbres. Les nouveaux timbres photos, originaux comme vous et Poste Canada. La vie va trop vite. Suspendez le temps pour passer de tendres moments. On dit qu'il faut que jeunesse se passe. Autant le faire confortablement. Votre gros contrat vient d'être approuvé. Récompensez-vous comme il se doit. Elrond,
Laissez-vous porter par l'ambiance. On est comme tout le monde, avec le travail. Qui m'appelle au téléphone? Bye, ciao. Puis la famille. Hey! Les vélos! On est tellement occupés, on peut pas toujours passer des heures dans la cuisine. On mange quand même ce qu'on aime le plus au monde. Des légumes. Avec Arctic Gardens, on se trompe pas. Il se passe juste 2 heures entre le moment où les légumes sont cueillis puis quand ils sont surgelés. C'est pour ça qu'ils sont bons de même. Ils sont tellement bons, là. C'est rendu que les enfants veulent juste manger ça. Arctic Gardens, le choix du connaisseur. Canal Vie, ça fait partie de la vie. Catherine, on est revenu avec une autre recette, le civet de lapin. On a un beau lapin ici. On a un beau lapin. Tu ne l'as pas trouvé très beau. Ben... Tu n'as pas trouvé beau la tête, par exemple. Hein? Tu t'as caché les yeux avec du persil. Et il sort la langue. Il sort la langue en plus. Ça, c'est un lapin. Alors, on trouve beaucoup de lapins et j'allais dire curieusement, c'est pas curieux, on consomme de plus en plus de lapins au Québec et même qu'à un certain moment, ils n'arrivaient pas à produire assez. Alors, ce qu'on va faire, je ne veux pas te couper, Catherine, on va enlever les doigts, c'est on va couper donc notre lapin. Alors voilà, d'abord le train arrière, ce train-là. Cette partie-là qu'on appelle le rable, alors on sait que le rable est utilisé dans beaucoup de recettes. Souvent on utilise ce rable-là pour des recettes et le reste, vous pouvez en faire du civet. Souvent, j'ai déjà fait des recettes avec le rable et je disais on fait du civet avec le reste. Alors on a aussi à l'intérieur le foie et les rognons qu'on va utiliser aussi. Alors on coupe au niveau du rable, ici, et donc j'ai le train avant. On y coupe la tête, on n'a pas besoin. Le train avant, il faut un bon grand couteau qui tienne bien dans la main. Est-ce que votre boucher peut le faire? Oh oui, si vous avez un boucher qui est gentil, il peut vous faire ça. Alors voilà, le lapin, donc le train avant, il y a 4 morceaux. Le train arrière, il y a 4 autres morceaux. Et un lapin, ça nous fait une semaine, alors hein, on peut nourrir... Une ou deux. Le civet de lapin, c'est bien sûr un plat qui se mijote. Alors bien sûr, plus il est réchauffé, meilleur il est. Et ça a cette particularité-là. Donc le rable, on va peut-être le conserver et je vais cuire avec ça. Dans le fond de mon chaudron, un peu d'huile, un peu de beurre. Et puis on va faire, Catherine, revenir les morceaux. Alors, tu veux dans ta recette des lards fumés coupés en dés. Ah oui, du lard fumé. Le lard fumé, c'est donc un morceau de porc qui est fumé, qui se présente généralement en gros morceaux. Ce qu'on fait souvent, c'est pas un morceau qu'on trouve partout chez les bouchers. Alors tu peux utiliser du bacon, puis ça sera parfait. Okay? Et ça, je vais te le montrer un petit peu plus tard. Là, je vais mettre les morceaux, tu peux m'avancer les autres, et on va vraiment faire colorer les morceaux. Pour ça, c'est important, donner vraiment de la couleur aux morceaux et les faire revenir. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, tu me parlais du lard fumé pendant que ça colore. Voilà, donc, je l'ai juste fait sauter. Je l'ai coupé en morceaux et je l'ai fait sauter. On a à côté de ça des oignons. Alors, les oignons blancs, on les connaît. Ils ont cette présentation-là. On les a épluchés et on les a ébouillantés. Juste pendant 4-5 minutes, là, dans l'eau bouillante, on les a ébouillantés. Et pour enlever le goût trop fort. Oui, d'une part, enlever le goût fort, puis aussi, commencer un petit peu à les cuire. Et bien sûr, la cuisson va se terminer avec notre lapin tout à l'heure. Et puis, un bouquet garni. C'est quoi un bouquet garni? Ah, c'est ça, Catherine, un bouquet garni. Regarde. Alors, un bouquet garni, c'est du poireau, du céleri, un petit peu de thym, ici, du persil. Là, j'ai du romarin. Tu vas aller me chercher du laurier. Là-bas, j'ai un beau laurier. Prends-moi 1 ou 2 feuilles de laurier. Et puis, on va ficeler tout ça. Alors, tu peux me poser la question, pourquoi ficeler tout ça? Ben, quand on va avoir fini notre civet, ça va être simple de retirer toutes les herbes aromatiques d'une seule fois, et le bouquet garni donc sert à ça. Bien sûr, on fait tremper ça avec... on fait cuire ça avec ça, oui. On fait cuire le bouquet garni avec le reste
de notre lapin, finalement, ça sert à donner du goût et puis, bien sûr, à mijoter. Alors, on peut voir, mon gibeur préféré va faire un close-up. Ça a bien coloré. Ça a bien coloré. Voilà. Je vais y mettre le foie et les rognons à l'intérieur, parce que ça c'est bon. On va y rajouter, on va faire ce qu'on appelle singer. Singer, c'est ajouter de la farine pour donner un petit peu d'épaisseur à la sauce. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, et je dirais même qu'on n'est pas obligé d'en mettre. C'est-à-dire, je dis toujours qu'une sauce, même si elle n'est pas épaisse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas goûteuse et qu'elle n'a pas de saveur. Alors, si vous en mettez, mettez-en modérément. On va rajouter, Catherine, les lardons. Et puis, les oignons. Tu vas me passer le bouquet garni. Et puis, là, on a un petit peu d'ail. Tu vas me passer l'ail aussi, ici. Oui. Et puis, j'ai du poivre en grains qui vont aller là-dedans. Tu peux mettre l'ail. Il y a un gros morceau, on n'a pas besoin de lâcher. Non, parce que ça va mijoter tout ensemble. Alors, on n'a pas besoin de hacher ça. On va mettre du fond. Alors, j'ai toute la recette. Là, j'ai un bouillon de veau, mais ça peut être aussi un bouillon de poulet. Et puis, du vin rouge. Alors, comme tu vois, tu calcules... On ne ménage pas le vin rouge. Catherine sait déjà qu'on n'a pas besoin de calculer. Hein? Non, on fait ça, on le sent, on le goûte, on en rajoute. On ne peut pas enlever, alors on en rajoute. Hein? Et puis, c'est bon pareil. Toujours salé, poivré un peu. On sait que, bien sûr, c'est un plat qui va mijoter pendant... une bonne heure, une heure et demie, dépendamment de notre lapin. On va laisser mijoter ça tranquillement pendant 1h30. Et 1h30 après, ça va ressembler à ça, Catherine. Alors, comme on peut voir, ça mijoter tout doucement. On a nos oignons, on a nos lardons, notre bouquet garni, qu'on va pouvoir donc retirer. Et on va rajouter des champignons. Alors, les champignons, tu vas comprendre pourquoi on les ajoute à la dernière minute. Pourquoi, à ton avis, on ajoute ça à la dernière minute, Catherine? Cherche un peu. J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée. Ben, ça cuit très vite, les champignons. Les champignons, en quelques minutes, c'est cuit, si bien que si on avait mis ça il y a 1h30 dans notre chaudron, là, il serait mou, il serait disparu. Et alors, si tu veux faire une présentation à la dernière minute, les champignons vont se mettre à la dernière minute. Mais tu vas me dire, si je leur fais cuire, après, ils vont recuire. Oui, ils vont recuire. Tu rajoutes des champignons, si tu veux. Okay. Tu veux me couper quelques autres champignons? Alors, on rajoute ces champignons, on laisse cuire encore une couple de minutes à l'intérieur. Bien sûr, indispensable, on va goûter tout ça. J'aime ça, Catherine. Je vais t'en faire dans une coupe de mois quand même. Ça presse. Ça presse pas. Si on faisait la récapitulation de la recette, Catherine. Mais alors, on a besoin d'un lapin d'environ 1 kg coupé en 6 morceaux. On a vu que je l'ai coupé en 8 et même en plus. Et ça dépend bien sûr de la grosseur de notre lapin. Là, on avait vraiment un lapin musclé. Hein. 125 g de lard fumé coupé en dés ou du bacon. De l'eau, 30 g de beurre, 15 petits oignons pelés, 10 g de farine, 125 ml de vin rouge ou plus. Je vais t'arrêter, je vais juste mettre une note sur l'eau. L'eau qu'on a ici, c'est juste pour faire cuire les petits oignons qui sont là, ok? Mais on a raconté ça pour la recette. Alors, le vin rouge, tu disais? 200 ml de bouillon de veau ou de poulet, une gousse d'ail écrasée, ici on l'a coupé en morceaux, un bouquet garni, du sel, du poivre, 125 g de champignons, 10 ml de moutarde de Dijon et 10 g de persil. Alors, il y a des Français que je connais, Catherine, qui mettent un petit peu de moutarde à la fin. Ça m'arrive d'en mettre, mais honnêtement, j'en mets pas. Du moins, dans ceux que je t'ai fait manger, il n'y en avait pas. Mais on peut ajouter une petite cuillerée de moutarde de Dijon. Ça renforce un peu le goût. Alors, on mélange tout ça, Catherine. Et puis, on va dresser notre plat. Alors, tu vas me dire... des pâtes, pourquoi des pâtes? Ça, c'est vraiment classique. Des pâtes, des nouilles au beurre, cuites juste à dente, des nouilles au beurre avec un civet. On sert aussi des nouilles au beurre avec un bœuf bourguignon. Et ta grand-mère, son civet, il arrivait avec un plat de pâtes à côté. Alors, le chaudron, il arrivait comme ça au milieu de la table, puis le plat de pâtes comme ça à côté. C'est comme ça que ça se passait. Et puis, on va mettre ça donc au milieu.
Voilà, on va mettre les beaux morceaux au milieu. Tu as aussi des petits légumes ici? Ah oui, j'ai des petits légumes parce que j'ai une bonne équipe en arrière des caméras, Catherine, qui me font ça toujours fancy et qui m'ont préparé des petits légumes. Alors ça, c'est pas ma grand-mère, ok? Mais les légumes, c'est bon pour la santé, alors on va les utiliser. Et puis c'est beau aussi. Ça, c'est le petit surplus qu'on va rajouter, toi puis moi, en souvenir de toutes ces grand-mères qui nous ont donné tous ces bons plats et qui font qu'aujourd'hui, la cuisine, elle est ce qu'elle est, avec leurs souvenirs, avec tout. Et souvent, ils faisaient des plats avec pas grand-chose parce que l'argent était... Il n'y avait pas toujours ce qu'il fallait. Et les plats mijotés, ils avaient le temps aussi de cuisiner, contrairement à aujourd'hui. Et ça faisait des plats qui étaient goûteux. Ils utilisaient des viandes souvent un peu plus dures, mais c'était excellent parce que ça mijotait, ça cuisait longtemps. Et les viandes étaient dans ce temps-là. Elles le sont encore, peut-être pas toutes, mais elles étaient excellentes. Catherine, on va se taper un civet, un tout petit peu. Ok, tu vas goûter avec moi. Oui. Tu veux bien? Oui. On va faire une autre pause. Au retour de la pause, on va avoir une invitée. Et puis, on va faire aussi une soupe à l'oignon. Ça, c'est très classique. Et aussi, tes grands-mères faisaient de la soupe à l'oignon. Alors, reste avec nous, on fait de la soupe à l'oignon. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne collation pour vous réchauffer. Superbe nourrissante express, Knorr. Même le chef est pour emporter. Tu meurs au foie. Mais il faut... Non, c'est inopérable. Si un jour je dois te quitter, tout se passera bien, tu verras. À quoi ça sert de prendre des remèdes alors? C'est pour que j'ai pas trop mal. Ils ont qu'à t'en donner plus. Alors demande-toi donc où est sa vraie place. Tu sais, je me le suis déjà demandé. Sa place je sais bien que de toute façon, on n'arrivera jamais à le vendre. Je veux que tu gardes Jenny. Tu seras où après? Dans le Nirvana. C'est ça que je veux pour Jenny. C'est un amour inconditionnel que je veux. Voyez un message de Holly, samedi 14h. Canal Vie vous présente les portraits intimes de femmes célèbres qui se sont illustrées sur la scène artistique américaine et mondiale. Voyez Portraits intimes, samedi 20h. Est-ce une vie sexuelle quand on vit dans la rue? Quand on a une blonde, même pour 2-3 semaines? Il y en a. Cette semaine, à Eros et compagnie, voyez comment les jeunes vivent leur sexualité en l'an 2001. Sexuellement, c'était pas la meilleure fois. Sauf qu'au niveau relationnel, c'était vraiment génial. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, que vous soyez jeune ou moins jeune. Eros et compagnie, samedi 21h. Pour bien évaluer la qualité d'une pépite, il faut savoir quoi chercher. La viande blanche, comme dans les pépites de poulet et les autres joyaux de la... Ça se mangeait souvent le soir, on avait juste besoin d'une petite soupe parce que... Collation avant d'aller se coucher. Par exemple, une petite collation avant d'aller se coucher. Après le souper, après le théâtre dans les villes, comme à Paris, on allait se manger une soupe à l'oignon. Alors évidemment, une soupe à l'oignon, ça prend presque rien. Des oignons, hein. Alors des oignons coupés, okay, comme ça, en tranches. Un bon chaudron, un assez grand chaudron, un petit peu d'huile, toujours un petit peu de beurre, et puis on va vraiment faire cuire les oignons comme il faut. Oh. Alors la quantité d'oignons, vous pouvez y aller. Vous savez que les oignons, ça fond, ça réduit, ça diminue, ça vous savez ça. Alors on va réduire vraiment comme il faut les oignons. Ils vont caraméliser, ils vont noircir. Je vais peut-être manquer d'un peu de temps pour vous montrer tout ça. Mais ça, tu pourrais faire ça. T'aimes bien la soupe? Oui. Hein? En général, la soupe aux légumes. La soupe à l'oignon aussi. La soupe à l'oignon aussi. Alors, donc, on réduit comme il faut. Et après, on peut, ce qu'on appelle mouiller, mettre un liquide. Oui. Alors, le liquide, ça peut être quoi? Mais là, on a du bouillon. On a du bouillon. Alors, évidemment, on peut utiliser du bouillon, mais on peut utiliser de l'eau. Si souvent, la soupe à l'oignon, on n'a pas toujours un bouillon de près, on peut utiliser de l'eau. On peut utiliser aussi un peu de vin blanc.
Et puis on peut, si on n'a toujours pas de bouillon, puis on a seulement de l'eau, bah, on peut utiliser un petit peu de concentré. Par exemple, il y a des concentrés, des extraits de bœuf qui peuvent aider. C'est pas quelque chose que je recommande, mais des bons oignons bien réduits, vous avez déjà quelque chose qui est délicieux. On peut utiliser différentes sortes d'oignons, puis on en a beaucoup des oignons chez nous au Québec. Alors les oignons rouges vont faire quelque chose aussi d'excellent, vous pouvez essayer, c'est quelque chose qui est superbe. On va imaginer que mes oignons, ils ont cuit pendant un bon 5-10 minutes, ils ont réduit, ils ont coloré, ils sont devenus légèrement caramélisés. Et là, seulement là, on va mettre donc le liquide en question. Okay? On va ajouter évidemment du sel, du poivre, ça c'est important. Un peu de farine peut-être? Ah, c'est vrai, il y a des recettes, et tu as raison Catherine, il y a des recettes où on met de la farine. Je ne suis pas un très gros fervent de la farine en question. Comme je dis souvent, la farine sert seulement va épaissir, mais va donner pas de saveur. Or, une soupe à l'oignon... Une vraie soupe à l'oignon. Ça fait... si c'est liquide, c'est pas épaissi, puis ça va être bon pareil. Qu'est-ce qu'il nous faut en dernier recours? Un bol. Alors ça c'est les bons bols. Ils sont un peu plus fancy, puis ils sont sympathiques, on peut les utiliser. Maintenant, n'importe quel bol qui va aller sous notre grill va convenir. Il suffira donc de remplir notre bol avec la fameuse soupe à l'oignon. Et puis, on additionnera évidemment de bons croûtons, le vieux pain qu'on n'a pas consommé, les baguettes qu'on a déjà fait rôtir et coloré sous le grill. On va ajouter ça. Et Catherine, ce que tu préfères? Le fromage. Surtout beaucoup de fromage. Alors évidemment, la soupe à l'oignon, on peut la cuire avant, on peut la garder au frigidaire, au réfrigérateur, il n'y a aucun problème. Et la dernière petite chose qu'il faut faire, c'est envoyer ça sous le grill. Alors, voilà qui est fait. On envoie ça sous le grill. Et puis, le temps que ça bronze, le temps que ça colore, que ça fond, ça va être fabuleux. Et pendant que la soupe à l'oignon va se terminer sous le grill, et avant de rejoindre notre invitée, Hélène André, voici nos coordonnées. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions en contactant le service à l'auditoire de Canal Vie au 514-529-3255 ou en écrivant à Cuisiner avec Jean Soulard, 2100 Sainte-Catherine-Ouest, bureau 800, Montréal-Québec, H3H 2T3. Si vous désirez obtenir les recettes de Jean Soulard, consultez le site Internet de Canal Vie au www.servicevie.com. Et voilà Catherine, notre soupe à l'oignon. Elle est bien bronzée et on va rejoindre notre invitée, Hélène André, qui va t'apprendre beaucoup de choses sans doute sur les grands-mères. Bonjour Hélène André. Bonjour. Bonjour Catherine. Hélène André, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi le rôle des grands-mères au niveau de la table, bien sûr, autrefois? Les grands-mères qu'on a connues, nous, moi ou Jean, c'est des femmes qui cuisinaient avec ce qu'elles avaient autour d'elles. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les générations qui sont proches de nous avaient quand même des connaissances culinaires acquises à différentes sources. Certaines jeunes filles avaient étudié au couvent, donc elles avaient accès à un ensemble de recettes plus intéressantes et donc une certaine curiosité plus grande à l'égard des produits qui étaient disponibles. D'autres avaient appris tout simplement de leur mère des recettes transmises de génération en génération. Et si on revient au début de la Nouvelle-France, ou au début même de l'Amérique, les gens, bien sûr, sont arrivés de France, de toutes les provinces de France, avec des goûts acquis là-bas et des techniques de cuisine qui étaient les mêmes qu'en France. Donc, comme la cuisine n'avait pas tellement évolué depuis le Moyen-Âge, on pense en 1630 et plus. C'est bien sûr qu'il y avait des Français qui sont arrivés en 1608, mais on parle du gros des colons. Ils arrivent ici avec le goût du Poitou, le goût de la Normandie, le goût de la Bretagne. Certains sont habitués de consommer des poissons, d'autres sont habitués de consommer des viandes. Alors, ils s'inspirent des recettes qu'ils connaissent déjà, qui sont des civets, des ragoûts, des viandes cuites dans la cheminée, et on reproduit tout ça ici. On disait tout à l'heure que finalement, on parle beaucoup de cuisine régionale présentement, oui. Mais la cuisine régionale, elle existait par la force des choses dans ce temps-là. Oui, aujourd'hui, on parle d'une cuisine régionale qu'on essaie de réinventer, dans laquelle on essaie d'introduire des cultures nouvelles ou des élevages inédits. Le daim, on ne l'a jamais élevé avant ces années-ci.
Alors, à l'époque, la cuisine régionale se dessine là où les colons s'installent en fonction de ce qu'ils trouvent. Alors, en Gaspésie, vous savez, il y a une querelle au sujet de la vraie tourtière. Commençons par dire que la tourtière, c'est un plat dans lequel on fait cuire les choses, mais par extension, c'est le nom qu'on a donné à un mets qu'on a créé. Alors, dans les régions où on élevait plutôt du porc, cette tourtière est conçue avec le porc. Là où l'élevage était un peu plus complexe, on élevait des porcs et du bœuf, donc on avait du veau, on pouvait introduire du veau. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de recettes de tourtière qu'il y a de grand-mère au lac Saint-Jean. Alors, les femmes du lac Saint-Jean ont inventé une recette de tourtière absolument extravagante dans laquelle entre quoi? Du gibier. Tous les gibiers que les hommes pouvaient ramener à la maison, dont le lièvre. On a votre civet de lapin, mais ici, c'est plutôt le civet de lièvre, si on veut parler d'un plat connu. Et puis, en Gaspésie, ils ont un plat semblable à la tourtière, mais c'est avec du poisson. Alors donc, les grands-mères avaient des ressources locales. Puis quand on pense au saumon, par exemple, ou moi, il y a des phénomènes extraordinaires, comme par exemple, on mettait déjà en conserve le homard au 19e siècle. Dès qu'on a connu ça. Oui, et le homard, on le mangeait plus souvent en conserve que frais. Et chaque région a ses spécialités. Puis en plus, il faut rappeler, nos grands-mères ne connaissaient pas tous les légumes qu'on connaît aujourd'hui. Les gens avaient un dédain pour tous les légumes racines. Vous savez, ce qu'on appelle les légumes racines, c'est la pomme de terre, la carotte, le navet. Alors, on mangeait plutôt du chou, on mangeait plutôt du poireau. Et c'est les mères qui s'occupaient, qui avaient la responsabilité du potager, comme d'ailleurs la responsabilité du poulailler. Et elles avaient le bénéfice des œufs. Alors, plus les poules pondaient, plus leur basse-cour était intéressante, plus elles avaient un meilleur revenu pour acheter aussi des produits qui étaient importés. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y aurait plein de choses à dire sur les grands-mères, assurément. Hélène André, il va falloir arrêter ça, c'est une belle conversation. Moi, j'ai un vin à vous offrir, un Colforte, un Merlot de Vénétie. Et je sais que ça va aller très bien avec le civet, entre autres. Catherine, tu veux une goutte? Oui, oui. Ouais. Elle a presque 18 ans. Elle a le droit de boire du vin. Une goutte. Elle aime goûter. Elle boit? Non, elle boit pas, mais elle aime goûter. Et moi, je vais faire le tour des plats qu'on a cuisinés avec Catherine. On a fait d'abord une raie au beurre noisette, juste à côté, la fameuse raie. Et ça, on en regoutera une fois qu'on retournera en Vendée, Catherine. Catherine, présente-moi ton plat. Les Wenner Schnitzel. Oui. Escalope viennoise. Escalope viennoise. Avec des haricots. Avec des haricots. Fricassés dans le beurre. Ah oui, fricassés dans le beurre. Elle a un souvenir de ça avec sa mamie. Beaucoup de beurre surtout, puis bien assaisonné avec beaucoup de sel. Alors évidemment, le civet dont on parlait, un classique de nos grands-mères encore, tous les plats mijotés venaient à travers et le civet en est un. On aurait pu parler du bœuf bourguignon, Catherine a parlé du cassoulet, dépendamment des régions. On aurait pu parler d'un coq au vin, par exemple. Oui, du fameux bouilli. Des bouillis, un bouilli tout simple, absolument. Oui. Et bien sûr, une soupe à l'oignon, alors ça c'est un autre classique. Ouais. Catherine a dit on peut manger ça n'importe quand, c'est vrai. Petit déjeuner le matin, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Catherine, moi c'est, j'avais, comment dirais-je, j'avais pas un petit peu peur, mais il y avait une hantise, un peu de stress de faire l'émission avec Catherine. Elle n'avait pas du tout de stress. Merci d'avoir été là. Merci Hélène André. Merci, félicitations Catherine. À notre santé et revenez-nous, on aura d'autres émissions. Cuisiner avec Jean Soulard vous a été présenté en collaboration avec Super Nourrissante Express Nord. Même le chef est pour emporter.
Coup de cœur, le portrait et les témoignages de gens extraordinaires, des histoires peu communes, des phénomènes fascinants et des mythes que l'on fait voler en éclats. Coup de cœur lève le voile sur plusieurs facettes de la nature humaine. Des documentaires inédits d'ici et d'ailleurs qui sauront vous réchauffer le cœur. Coup de cœur, samedi, 16h. Il y a les scènes de crime ou d'accident. Il y a les victimes et il y a les enquêteurs du médico-légal qui recherchent les indices pour reconstituer les faits et élucider les dossiers criminels les plus complexes. Voyez Médecine d'enquête, samedi 18h. Clorox présente la nouvelle façon de nettoyer et de désinfecter le comptoir de la cuisine, la salle de bain et partout dans la maison. Les nouvelles serviettes désinfectantes et nettoyantes de Clorox. Pour les poubelles, les seaux à couches, les téléphones. Cette semaine à Sortie Gay, vieillir pour un gay, tout un défi. Les lesbiennes marchent et revendiquent. Et je rencontre Alex Perron, le fils des mecs comiques. Là, je suis sorti dans les bars, dans les restaurants. Je voulais aller voir, je voulais qu'on m'apostrophe. Je voulais qu'on me dise « Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est de la chenoute. » C'est pas ça qu'on veut être représenté. C'est pas ça qu'on veut montrer à la télé. C'est pas arrivé. Soyez-y. Sortie Gay, samedi, 22h. Quel goût ça a? C'est très bon. C'est pas génial. C'est carrément de la torture. Laisse-le tomber. Viens avec moi. Nos invités sont transformistes et c'est leur choix. Bonsoir. Elles ne veulent pas mettre en avant leurs atouts féminins et c'est leur choix. Voyez, c'est mon choix, dimanche 13h. Apprendre à vivre à deux nécessite une ouverture à l'autre et un investissement en temps. Ce n'est jamais complètement simple, mais pas impossible. Les couples que nous rencontrons nous parlent de leurs bons et moins bons coups. Témoignages d'amour, de respect et de confiance en l'autre, vivre à deux, des exemples d'amour à suivre. Vivre à deux, dimanche, 18h. Avec le créateur d'images Kodak, je peux l'agrandir en 8 par 10. Waouh, c'est génial. Bon, je regarde comme ça. Je corrige les yeux rouges. Quel beau couple. Il me plaît, ce gars-là. Oh, c'est lui. Ah ben, on a fait la même photo. Le créateur d'images Kodak. Aucun négatif ni expérience nécessaire. Appelez-nous pour trouver le créateur d'images Kodak le plus proche. Canal Vie, ça fait partie de la vie. Planter un arbre, ça a marché. Ça a marché. Je le ferais avec Christian Desmarais. Qu'est-ce que je comprends pas, là? Un arbre, ça se plante. Un ordinateur, il ne faut pas que ça plante. Non, faut pas, parce que c'est du trouble après, effectivement. Tu sais qu'aujourd'hui, on parle d'ordinateur. On a un sujet très intéressant qui est lié au monde de l'informatique. Il y a Thierry Dubé qui est assis là, dans le recoin, dans le repère de notre petit côté informatique, justement. Thierry, on parle de quoi aujourd'hui? Bien, Pascal et Yves, cette semaine, je vous parle d'un frigo assez spécial. Je vous parle d'un frigo intelligent. Ah ben c'est bon, ça m'intéresse. Oui, c'est bon parce que tu vas voir, on va même pouvoir éventuellement faire l'épicerie avec ça, semble-t-il. Enfin, je dévoile pas tout. Des outils, il y a des outils qui seraient beaucoup plus préférables de louer que d'avoir. On en parle également. Les outils qu'on connaît moins un peu, oui, mais tout à fait. puis on les achète pas. Mais... Oui, et puis moi, sais-tu, je vais essayer de comprendre ce qu'est le design avec le designer Bernard-François Marcil à partir de bouilloires. On va faire un lien entre le bouilloire et l'architecture. Et des objets aussi qu'on a à la maison. On pourrait peut-être lui demander à propos du décor ce qu'il pense, non? Moi, je suis certain qu'il aime le nouveau décor. Oui. Et le premier sujet, si tu veux, on va commencer par ça aujourd'hui, mesdames et messieurs. On vous invite à bien regarder ce topo sur l'installation de l'aspirateur central en compagnie de Jean Blais. L'installation de l'aspirateur, ça nécessite une certaine préparation. L'aspirateur central, et comme le nom l'indique, on centralise les sorties, ou pas les entrées pour le tuyau. Mais la première démarche, première chose que j'ai faite, mon cher ami,
tout seul à part ça. Oui, mais il faut dire qu'on a travaillé pas mal. Je suis allé installer l'aspirateur donc à l'endroit qu'on a déterminé. Ça, c'est bien important parce que ça va nous permettre de choisir le chemin pour aller justement à ces prises. À ces prises-là. Et on doit le plus possible contourner des obstacles. Alors, on a installé, si tu veux, cette prise ici, mais avec une considération de distance par rapport au mur pour se retrouver aussi en bas. C'est ça. Le mesurage, c'est important, puis de localiser les choses qui peuvent obstruer pour le passage là, du tuyau. Donc, première démarche ici. Alors, première démarche. Pour trouver cet endroit-là. Bien là, ici, moi, ce que j'ai fait ici, c'est le mesurage. On a trouvé un endroit où c'est qu'on n'avait pas rien. Donc, moi, je suis allé localiser les montants dans le mur. OK, à l'aide du marteau, on les localise. Puis on vient se placer nécessairement dans le centre de ces deux montants-là. OK. Une fois ça fait, on va prendre une petite mèche d'1/8 de pouce, assez longue, et puis on va venir percer ici sur le côté de la plainte. OK. Alors ça va permettre de pouvoir faire la localisation au sous-sol avec un cintre. Et puis, on introduit le cintre dans le petit trou. Toi, tu as pu localiser ce cintre? C'est ça. Donc, à partir du moment où j'apercevais le cintre blanc, ici, ça me donnait l'endroit précis. Alors, il suffit de calculer le petit trou par où c'est passé. 3 pouces à l'intérieur parce qu'il faut que le trou que je fais soit exactement en plein milieu de la cloison parce qu'on veut que notre installation soit invisible. On veut pas que ça paraisse, en tout cas le moins possible. Donc, 3 pouces à l'intérieur du bon côté et je me sers de la mèche assez large qui fait son chemin quand même assez bien comme on peut le constater avec un outil qui est fort aussi, la perceuse coudée et qui évite d'ailleurs les problèmes des accidents. Donc, on est passé à travers. Bon, on passe à travers de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après ça? C'est qu'on va venir localiser la coupe de la plaque, du plaque-au-plâtre. Oui. Moi, je me suis servi d'un niveau. Nécessairement, je vais essayer d'aller chercher la même hauteur qu'une autre plaque pour que ça soit esthétiquement beau. Voilà. Alors, je fais mon marquage. Suite à ça, je vais utiliser une scie. Une scie, c'est pas une scie alternative. Oui, c'est ça, une scie à plaque au plâtre. Et puis, je vais venir faire le trou. Et d'ailleurs, pendant que tu en parles, on la voit de l'autre côté du mur, mais ça devrait pas. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait, évidemment, cette ouverture pour permettre de mieux comprendre l'installation à laquelle on procède actuellement. Exactement. Alors, une fois qu'on a notre trou fait, ce que je suis venu faire, je suis venu coller sur la plaque le coude. Alors, on utilise la colle, on vient mettre le coude. Une fois que ça fait, moi, j'ai retourné la plaque sur moi pour faire une marque. Et puis, cette marque-là va pouvoir me donner un repère pour que toi, tu puisses introduire le tuyau. Donc, tu introduis le tuyau en bas. C'est ça. Donc, le tuyau passe à travers le plancher ou le plafond du sous-sol. Moi, je t'ai arrêté. Et puis, suite à la hauteur que moi, j'ai besoin, toi, tu as pu faire ton traçage pour ta mesure. C'est ça. Je retire le tuyau pour pouvoir le couper à l'endroit désiré. Évidemment, on peut servir de bien des choses pour pouvoir le couper, comme par exemple d'une scie à finition ici qui fait très bien l'affaire. Et une fois la section obtenue, on réintroduit. Donc, c'est-à-dire que je passe le fil à l'intérieur. Il y a un fil, le fil qui donne, qui arrive à l'interrupteur, qui donne le courant, si on veut, à l'appareil. Je le passe à l'intérieur, je t'en donne une certaine longueur, je l'enrubane autour du tuyau, je repasse le tuyau à l'intérieur du trou. Bien, c'est ça. Puis moi, je peux, justement, là, on peut prendre le fil, et puis avec la longueur de fil qu'on a, là, ça nous donne l'opportunité de pouvoir travailler ici en haut. Alors, on va introduire le fil dans le trou. Il y a un trou approprié pour passer ce fil-là. Et puis, là, je peux reprendre la plaque. Oui. Ce qu'on va faire après l'étape, c'est qu'on va venir mettre la colle sur le coude. Là, je réintroduis la plaque dans le trou. Toi, tu pousses lentement. Et puis là, on peut faire l'enlignement des deux parties et en tourner un petit peu. Quand on met la colle, ça prend une certaine torsion pour que les deux plastiques soient bien en fusion. C'est en plein ça. Voilà. Alors là, on est rendu à une étape, et c'est l'étape de placer le... C'est installé, OK. Si tu veux, bon, ben là, évidemment, ce sont les fils dont on parlait tout à l'heure qui ont été vissés sur... C'est ça. Ces vis-là, donc ces points-là, qui finalement, ce sont deux petits points de métal à l'intérieur qui permettent de contact. Il faut que ce soit bien fait, il ne faut pas qu'il y ait court-circuit, évidemment. Exactement. Il faut pas que les fils se touchent. Puis là, un bon truc, là. Il faut comprendre, là, ici, qu'à l'intérieur, là, on n'a pas accès à l'intérieur. Non. Donc, un bon truc, là. On va introduire ici le cintre à l'intérieur. Et puis moi, ce que je vais aller faire ici, je vais aller prendre la plaque, puis je vais la retenir. Alors, toi, tu vas pouvoir l'insérer. OK, ben je te laisse approcher la plaque un peu, là. Oui, c'est ça. Si tu peux le faire comme il faut. Alors, on rentre le fil. On tient très bien, là, avec le cintre. Là, on est inséré la plaque.
Puis toi, tu vas pouvoir venir... Oups, attends un petit peu. Ça va? Oui, attends un petit peu, je vais reprendre ça. OK, là, tu peux y aller. OK, alors les deux piles de plastique prises ensemble, ça fait comme un sandwich. C'est ça. Et voilà. Alors, je peux lâcher, puis là, tu peux finir en autre vis. Voilà. Là, c'est ça. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Combien de temps les Canadiens passent-ils dans leur domicile? Wow! C'est bien plus grand que je pensais. Ouais. Puis tu veux qu'on en pose combien de lumière? À grandeur. À grandeur? C'est combien, ça? C'est beaucoup. Puis pas juste des néons. Ben voyons. Vous avez besoin d'un gros choix de luminaires? Ben ici, chez Renault Dépôt, vous trouverez en stock le plus grand choix de type, de style et de marque de luminaires. Et toujours à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Le plus important, c'est de visualiser les chiffres. Moi, je souffle dessus. 2 petits coups et un grand. Tout le temps. On garde le poignet souple. 2. On prend un air décidé. 5, 2. Toujours dans le sens des aiguilles de montre. 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Gagnez jusqu'à 100 000 $ à la télé en lançant les dés avec décision, le nouveau jeu de l'Auto-Québec. Et si la chance était entre vos mains? Et son valet noche? Niet. Et son lance préviant? Da. Une Nintendo? Da. Et le porte-téléphone d'entreprise AM? Mais da. Vous aussi, profitez de la haute qualité des portes et fenêtres fabriquées par les professionnels d'entreprise AM de Saint-Tite. Rénovation ou construction, avec Entreprise AM, vous êtes assuré d'obtenir des produits solides, durables et d'une haute efficacité énergétique. Entreprise AM, route 153, Saint-Tite. Laissez-vous emporter par la magie de l'hiver à la Seigneurie de la Nouvelle-France de Saint-Paulin. Une vraie bordée de plaisir pour toute la famille. À la microbrasserie, dégustez un succulent repas en plus de nos bières fabriquées sur place. Le tout dans une atmosphère des plus chaleureuses. Située à 2 pas du Baluchon, la Seigneurie de la Nouvelle-France de Saint-Paulin, votre coup de cœur de l'hiver. Vous ne pourrez y résister. Nous passons en moyenne 90% de notre temps à l'intérieur. Il faut donc s'assurer d'obtenir la meilleure qualité d'air possible, particulièrement dans la chambre à coucher, où nous passons 30% de notre temps. Alors, Jean, as-tu des grandes aspirations dans la vie, toi? J'ai des grandes aspirations, puis j'ai des bons tuyaux aussi. Je t'en propose une plus petite, OK? Une petite aspiration d'aspirateur central. On va poursuivre l'installation à la partie où j'étais juste auparavant. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire, où on va. La première des choses, c'est qu'on ne va rien coller, il faut bien le dire. Et ensuite, il faut aller dans les bonnes directions. Comme ici, ce que vous voyez, il y a comme une espèce de déviation. C'est pour aller dans un mur où on va installer une prise éventuellement, et c'est le temps de le faire. C'est le temps d'y penser. Alors, si tu veux, je vais retirer ça. Et je vais te proposer d'expliquer de quelle façon est-ce qu'on s'assure des bons endroits, des bons endroits. Puis, des orientations. Exactement, parce qu'il faut comprendre que la colle qu'on utilise pour ça, c'est une prise rapide. Donc, on va faire le montage à sec des pièces, et puis après ça, une fois que vous aurez fait tout votre montage à sec, alors ce que vous allez faire, vous pouvez utiliser un crayon. J'en ai plusieurs, Ça, c'est pour souligner ton travail. C'est ça. Okay. Alors, on va utiliser un crayon comme celui-là, et puis là, on va bien comprendre, pour remettre le tuyau au bon endroit, alors on va se faire une marque comme ça. Parfait. Lorsqu'on a remis la colle, on remet ça en bonne position. C'est ça. Et puis, on fait le montage. Au moment de coller, parce que ça se peut qu'on ait des petites choses à faire, des petits changements. Mais en tout cas, on est sûr qu'on revient au bon endroit. C'est bon. Alors, je vais installer cette portion à sa place en vous disant que je vais... Oui, on a besoin d'un support, comme ça, et donc de la perceuse en même temps. Allons-y. Pourquoi pas? On est bien équipé. Voilà. Merci. Donc, évidemment, il faut assujettir notre tuyau pour toutes sortes de raisons. D'abord, pour tenir l'ensemble de l'ouvrage. Et ensuite, pour limiter les vibrations, parce que quand l'appareil fonctionne, quand les objets circulent à l'intérieur, ça peut provoquer des vibrations et des bruits qu'on n'aime pas. C'est ça. Donc, ça, c'est fait. Le fil, tiens, si tu veux tenir ça, s'il te plaît. Le fil doit être immobilisé avec du ruban. Pour la circonstance, un ruban blanc, c'est toujours plus beau. Remarquez que ça n'a absolument rien à voir. Et voilà.
Je pense même qu'un ruban d'électricien, hein, ça fait. Oui, hein? Absolument. Et tout le long du parcours, sans oublier qu'on doit diriger un fil pour la nouvelle prise ici, mais un nouveau fil cette fois-là, qui va aller lui aussi se brancher à notre aspirateur. Donc, on va poursuivre avec cette portion. Oui, puis cette portion-là, ben, c'est des bouts de tuyaux. Alors, on va utiliser des bagues, comme ceux-là ici, pour unir des unions, c'est ça. Comme le mariage. Pareil. C'est la même chose. Et puis après ça, dans cette partie-là, on a déjà l'union. Oui, alors, on a juste à entrer ça. On utilise un autre collet. Voilà. Ça va? On va le mettre à l'extrémité tout de suite? Oui, ça va aller mieux. Ça marche. Et on va se tenir. C'est bon. Parfait. Alors voilà, on poursuit, on complète cette installation jusqu'à l'aspirateur parce que là, effectivement, il va falloir procéder au branchement. Alors nous voici du côté de l'aspirateur, mon cher Jean. Pratiquement terminé le travail. Mentionnez qu'il y a le tuyau qui arrive vers l'appareil et l'autre qui envoie, c'est ça, l'air avec les microparticules vers l'extérieur. Donc, il s'agit toujours d'un montage à sec. Toujours d'un montage à sec. Alors, parlons du tuyau qui amène l'air à l'aspirateur. C'est ça. Et puis là, je termine avec ça. Donc, j'ai coupé une petite pièce. Et puis, la petite pièce, on voit ici l'amener, là, où on fait l'entrée à l'aspirateur. Alors, c'est caoutchouté. Alors, je vais l'entrer ici. Je vais la fixer sur mon coude. Je la fixe ici. OK. Et voilà. Dans le manchon. C'est bien besoin de collet, soit dit en passant. C'est fait pour se fixer de cette façon-là. Et quand on a, par exemple, à faire réparer l'appareil, celui-ci est complètement indépendant. Voilà. Et même chose pour l'autre côté. Hein, c'est fixé de la même manière. C'est entrée serrée. C'est ça. Alors, cette portion de tuyau s'en va vers l'extérieur. Donc, pour pouvoir conduire ce qu'on ne veut pas en dedans. Parce que c'est vrai que il y a un retour de poussière, forcément. Il y a des microparticules qui reviennent. Et quand on fait ça, évidemment, il y a des parois à traverser. Ça peut être très simple dans le cas des maisons, par exemple, dont les parois sont en bois. Mais quand on doit traverser une partie du solage et qu'on doit traverser également des briques, il faut avoir de bons outils. Il faut tenir des bons outils. Voilà, et qu'on trouve chez les loueurs d'outils sans problème, d'ailleurs. Donc, il faut prendre le temps de faire d'avancer, faire le trou comme il faut. On s'est servi de plusieurs outils d'ailleurs et plusieurs forêts. Ça travaille fort. Très fort. Ouais. Et ensuite, donc, on a le tuyau qui finit par sortir. On peut procéder, mettre une plaque de finition, en réalité, qui peut camoufler les petits problèmes qui ont apparu. Par exemple, la brique qui peut éclater. Et par-dessus tout ça, le clapet qu'on finit par visser, donc le petit marquage de trou. Alors voilà, c'est notre installation. Maintenant, on pourrait peut-être vérifier si ça fonctionne. D'abord, ça fonctionne. Oui, avant de tout fixer. Il y a un petit truc à dire pour le fil, c'est que le fil, on laisse un petit peu de lousse sur ce fil-là. Parce qu'on veut nécessairement coller les tuyaux. Il faut le relâcher. On peut même desserrer un petit peu les collets. Et puis, on va faire notre collage. Puis pour terminer, le fameux fil, on va le passer ici en arrière. Oui. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient poser des connecteurs. Et puis ça vient se brancher sur le côté de l'appareil. Et puis, on peut le mentionner, c'est un bas voltage. Hein? Alors, on le branche. C'est ça. Puis, on va même pouvoir faire un petit test. Rapidement. Juste rapidement. Et lorsque les deux fils, on a le contact, l'appareil passe. Donc, lorsqu'on met le tuyau. Le tuyau, oui, c'est ça. Alors, ça passe. Alors, ça fait ça. Oui, 1, 2. 1, 2. Oh. Ah, ben, sais-tu quoi? Ah, mais ça, c'est bon, ça. Là, ça va fonctionner. Alors, c'est juste comme ça. Alors, on voit bien que ça fonctionne. Alors, merci, Jean. Merci pour tout. Alors, pour faire ce genre de travail, mesdames et messieurs, vous avez besoin, évidemment, d'un aspirateur central, d'un ensemble d'accessoires, d'un nécessaire d'installation, d'une perceuse coudée, d'une perceuse marteau, évidemment, d'une foule de vos petits outils. Le coût de cette installation peut varier autour de 600 $ et compter sur une journée pour 2 personnes. Ça fait 192 par 229. Des pieds? Mais non, des mètres!
Vous vous mesurez à des gros travaux? Peu importe la longueur, l'épaisseur, la largeur, chez Renault Dépôt, vous trouverez des kilomètres de bois, des milles de gyps, des tonnes de vis et les meilleures marques d'outils. Tout ça à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Ce week-end, là où puissance et grâce ne font qu'un, retrouvez vos athlètes préférés. Brian Boitano, Kurt Browning, Christy Yamaguchi. Magie sur glace Banque Royale, la guerre des glaces, samedi et dimanche dès 16h à TVA. Plus besoin de vous demander ce que vous allez manger pour souper, car en achetant les créations culinaires Knorr, même le chef Knorr est pour emporter. Conçu par des grands chefs, les créations culinaires Knorr vous proposent une délicieuse variété, comme les pâtes Primavera. Il suffit d'ajouter du poulet, bœuf ou porc. Chacune de nos créations culinaires comprend sa propre sauce à mijoter en moins de 20 minutes. Les nouvelles créations culinaires Knorr, même le chef est pour emporter. Bien occupé? Commerce, Petites entreprises ou organisme sans but lucratif, votre vitrine se transporte sur l'inforoute. Tout comme l'affichage, la qualité de votre site web témoigne de votre excellence. Adressez-vous dans la langue de votre clientèle internaute, mais d'abord en français. C'est une question de respect. Découvrez la richesse des sites de nos acteurs régionaux. Parce que faire des affaires en français, c'est rentable. Le concours Le Français à l'affiche de la Société Saint-Jean-Baptiste. Une valeur ajoutée pour la Mauricie. Mais Christian, c'est pas tous les arbres qui sont bien enveloppés comme ça, hein, quand on les transporte. Malheureusement, Pascal, c'est pas tous les arbres qui sont enveloppés comme ça. Puis c'est une chose importante à ne pas négliger, de bien envelopper avec un filet, non pas un polythène, l'arbre lors de son transport. Parce que avec le transport, le déplacement du véhicule, la vitesse à laquelle on roule, ça fait déshydrater les feuilles, surtout au printemps. On le fait pareil à ce temps-ci, mais préférablement au printemps. Déjà que c'est un stress de le transporter, ou bien, aussi bien mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un arbre en santé. La période de l'année maintenant, c'est pas tout le monde qui est porté à planter des arbres à l'automne, mais ça tombe bien quand même. C'est une excellente période, contrairement à ce que les gens croient. C'est une très bonne période pour planter les arbres à l'automne. La température est fraîche, le sol est encore chaud. Puis c'est surtout qu'on a beaucoup de choses à faire au printemps. Fait que l'automne est une période qui est un peu plus propice à cause du temps. Puis on peut faire des belles trouvailles dans les jardineries, hein, comme celui-là. Alors bon, on le débarque. On travaille vite et bien, Christian. Mais vous allez voir, on va tout vous montrer étape par étape, mais on voulait parler d'abord et avant toute chose de l'emplacement de l'arbre parce que c'est très, très important. Oui, effectivement, Pascal, et c'est un emplacement ici assez choyé pour une raison simple. On n'a aucune contrainte physique, aucune présence de fil électrique ou de grosses structures tout près. Donc, on pouvait se permettre à peu près tout ce qu'on voulait, en plus qu'on est au plein soleil ici. Parce qu'il ne faut pas commettre les erreurs du passé, comme notre beau conifère, qui est majestueux, mais qui est beaucoup trop près de la maison, puis on ne pourra pas le garder. Celui-ci, c'est un arbre à déploiement assez important, mais il va être là pour toujours. Effectivement, il va être ici, il va être bien. Il y a tout l'emplacement voulu, autant au niveau, disons, ensoleillement, espacement. On a fait un choix, je pense, intéressant. Tu as choisi le Ginkgo biloba, qui est un arbre très particulier. Oui, quand je disais intéressant, je pensais justement à ça. C'est un arbre particulier parce qu'il y a environ... On remonte jusqu'à même 150 millions d'années en arrière. On retrouvait cet arbre-là à l'état fossile. Donc, c'est de son époque le seul ou l'ancêtre, le seul encore présent sur la planète en ce moment. Puis même si c'est un arbre qu'on pourrait dire dinosaure, il est tout à fait adapté aux conditions actuelles, surtout en milieu urbain. On n'a aucun problème connu avec cet arbre-là en milieu urbain, il se comporte très bien. Puis il n'y a pas vraiment de maladie ou d'insectes ou de ravageurs connus là, spécifiquement lui. C'est ce qu'on appelle le bon arbre au bon endroit. Alors, pour planter notre ginkgo, voici ce qu'on a fait. Il faut commencer par creuser un trou, évidemment. Donc le trou, une fois qu'on aura situé l'emplacement exact de l'arbre, on devra faire une fosse de plantation, un trou qui aura la même profondeur que la motte.
Et on dit environ 1,5 fois à 2 fois le diamètre de ma motte. Donc, ça, c'est important. On a remis un peu de terre. En fait, la terre qu'on avait enlevée, on en remet et puis je l'ai compactée un peu. Ça, c'est l'étape importante. C'est ce qui va nous assurer, Pascal, en ayant ajouté un peu de terre, selon le cas, que le collet de l'arbre, la hauteur de la motte va être exactement au bon endroit, c'est-à-dire le collet existant de l'arbre, le niveau de la motte qui est là, puis le sol existant sont au même niveau. Puis on ne prend pas de chance, on mesure avec le manche du coupe, le manche du râteau ou du coupe-bordure, là, en l'occurrence, pour s'assurer que tout est bien placé parce qu'il faut que ce soit, comme tu dis, au bon niveau. Maintenant, on mélange la terre qui existait à de la bonne terre de jardin. Oui, on est souvent porté à utiliser de la très bonne terre autour de l'arbre. C'est pas vilain en soi, mais on s'est aperçu au fil des années qu'on est mieux de mélanger le sol existant à moitié avec de la bonne terre, parce que de toute façon, éventuellement, l'arbre devra s'enraciner dans le sol qui est existant autour. Donc, on pallie, on coupe la poire en deux, on fait un mélange de sol mélangé avec la bonne terre. Un arbre de calibre moyen, c'est quand même assez pesant. Une coupe de 100 livres dans le cas présent. Alors, on roule la motte jusque dans le trou, on dresse l'arbre, puis là, il faut s'assurer que l'arbre est bien droit dans tous les sens. Exactement, la verticalité. On s'assure que l'arbre, dans un sens, est très droit et dans l'autre sens aussi. Et puis, on met un peu de terre légèrement autour de la motte et on stabilise, question de le garder bien droit, bien aligné. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on ne remplit pas le trou complètement. On prend son temps, on abeublit, on compacte pour pas qu'il y ait de bulles d'air, puis à mi-chemin, ben là, on arrête, on prend le temps d'enlever le jute et la broche. En fait, on a enlevé exactement la jute, la broche, les cornages, tout ce qui pourrait nuire éventuellement à la croissance des racines. C'est important de l'enlever. Puis, on continue à remplir le trou, toujours en compactant de temps à autre. On tasse la terre avec nos pieds. Bien tassé, c'est important. Les racines vont s'allonger dans un sol humide et bien tassé. Pas de présence de trop grande quantité d'air. C'est comme ça qu'on en est arrivé à fabriquer notre cuvette. La cuvette, Pascal, une étape importante, on l'a fait la largeur, l'intérieur de ma cuvette et la largeur de ma motte. Pourquoi importante? On va devoir remplir cette cuvette-là de façon à ce que, lors de l'arrosage, l'eau se concentre sur la motte. Donc, on va faire ça à 2-3 reprises la même journée et on va répéter cette fréquence-là de l'arrosage pendant les 2, 3, 4 prochaines semaines. Et puis, arrivé à la mi-novembre, on défera notre cuvette pour être sûr que l'eau ne reste pas dans la cuvette pendant l'hiver. S'il y avait 2 choses importantes à retenir quand on plante un arbre, c'est sûrement l'arrosage, comme tu viens d'en parler, mais aussi le niveau de la motte. À ne pas oublier, très important, la hauteur, le collet naturel de l'arbre. On voit la hauteur de la motte qui est ici. On essaie de le mettre exactement au même niveau correspondant du terrain existant. Très important. Alors, pour planter un arbre comme on l'a fait aujourd'hui, ça va vous prendre les matériaux suivants. Tout d'abord, un coupe-bordure, une pelle ronde, un râteau à jardin, un pic, un sécateur, un tuyau d'arrosage, de la terre à jardin. Ça prend un arbre, évidemment, dans ce cas-ci, le Ginkgo biloba. Calculez un coût d'environ 175 $ et 2 heures de travail pour 2 personnes. Puis, Christian, on n'a pas mis de tuteur. Dans le cas présent, la motte est très solide, c'est un lieu privé. L'arbre n'a pas beaucoup d'emprise au vent, donc c'est pas essentiel de tutorer, absolument pas. Puis la semaine prochaine, on règle notre cas pathétique. Notre magnifique arbre, qui est malheureusement planté au mauvais endroit. Bon. Merci beaucoup, Christian. Puis en attendant, on arrose, on arrose, on arrose. Chez Maison Esterner à Pointe-du-Lac, nous construisons des maisons personnalisées de qualité supérieure. Dès maintenant, profitez de nos super promotions et procurez-vous la maison de vos rêves. Les maisons Esterner, Pointe-du-Lac, sortie 192 de l'autoroute 40. En primeur, un petit cheval vraiment spécial. On se pointe et on pique le cheval. Allez! On l'amène. Il devra user de ruse afin de retrouver son meilleur ami. Les aventures de Ragtime, en primeur ce samedi 18h30 à TVA. Venez passer une journée ou une soirée excitante au centre de pêche Gaëtan Portelance à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Pour réservation, composez le 1-88-325-2804. Du plaisir assuré et des petits poissons en quantité. Ça, c'est de la pêche. Gaëtan Portelance met à votre disposition de nombreux chalets modernes et confortables, pouvant accueillir de 4 à 35 personnes. Ouvert 7 jours par semaine, Gaëtan Portelance descente numéro 3 Sainte-Anne-de-la-Pérade. 1-88-325-2804. Pour du vrai plaisir. Une seule entrée. La descente numéro 3 de Gaëtan Portelance. Comment expliquer le succès de la financière Banque Nationale en Mauricie? Avec 4 succursales en région et près de 9000 clients, la gestion de 1 milliard de dollars d'actifs, une équipe de 50 employés dont 30 conseillers en placement, c'est facile de trouver des raisons. Mais nous savons que ce qui importe pour vous,
c'est que vos placements rapportent. Voilà pourquoi, à la financière Banque Nationale, on s'occupe de vous et on vous parle d'abord d'argent. À chaque génération que ça s'en va, c'est de plus en plus hardcore. Et mon rêve, je ne l'ai pas trouvé. Mon rêve, c'est de trouver un rêve. La rue, c'est dur, hein? C'est un milieu qui est tough. Quand une année, je peux avoir perdu une douzaine de mes chums. C'est pas à cause que je suis venu en prison que je vais arrêter d'avoir faim, là. Mon moyen, d'aller me chercher à manger, c'est d'aller faire du squeegee. Ne les laissez pas dans l'ombre. Je regarde où est-ce que je m'en vais. Colle, sauvez-moi quelqu'un. Un document explosif. L'armée de l'ombre, ce jeudi 20h à TVA. Chez Maison Esterner à Pointe-du-Lac, nous construisons des maisons personnalisées de qualité supérieure. Dès maintenant, profitez de nos super promotions et procurez-vous la maison de vos rêves. Les maisons Esterner, Pointe-du-Lac, sortie 192 de l'autoroute 40. Bien, notre ami Jean nous a apporté cette semaine rien de moins qu'une troisième main. C'est pas pire, ça, comme truc de la semaine, hein, une troisième main? Tu le sais, tu vas voir, on va trouver le truc parmi des outils qu'on a déjà. Oui. Alors, regarde, Pascal, quand on veut coller deux planches de bois, OK? On va se servir de la colle de menuisier. Oui. Et puis, on va mettre la colle ici, comme ça. On va joindre les deux planches. Toi, tu peux prendre ta serre. Avec ma serre, une serre que... C'est ça. Une serre-serre. Une serre-serre. Puis regarde bien ça ici. Ça peut agir comme serre, à cause du mécanisme. Si t'en manques une. Si t'en manques une. Alors... Ou si t'en as pas. Ou si t'en as pas. Alors ici, tu viens appuyer ça. Ben, c'est vrai. Comme t'as fait, là, ici, là. Voilà. Exactement la même. Et puis là, on serre le tout, on colle la planche, et voilà. Ben, pas merveilleux, ça? Ben oui. Les idées les plus simples sont les meilleures. Et j'en ai une poche d'idées comme ça. Ben, on t'attend la semaine prochaine. Je vais revenir. Merci, Jean. Nouveau produit à l'émission aujourd'hui, je vous propose tout d'abord de vous parler de cet objet de Stanley qui est un outil de mesure finalement, avec une précision de plus ou moins 0,5 %, donc c'est très précis. Ça vous permet de calculer des longueurs à l'intérieur des pièces, de réaliser également des surfaces ou encore des calculs de volume. C'est donc bon pour tous les gens à la maison ou encore pour les professionnels qui peuvent s'en servir de façon régulière. Le prix est environ 80 $ donc de Stanley. Ensuite, de la compagnie Dremel, voici le Mini Mite. Alors, il s'agit finalement du Dremel classique avec l'utilisation d'outils qui existent déjà dans sa panoplie, c'est-à-dire avec des tiges de 1/8 de pouce ou moins. Il y a 2 vitesses, 5000 tours ou 10 000 tours, et c'est pourvu également d'une batterie qui peut être chargée, si j'arrive à la retirer, qui peut être chargée sur la prise de courant. Le prix, environ 43 $. Cette chronique vous est présentée par CIL. Avez-vous remarqué que le mot design est utilisé à peu près à toutes les sauces, même qu'il y a des gens qui nous disent que notre décor est design. Mais dans la vie, tout n'est pas design, et pour démêler ça, Bernard-François Martil est avec nous en studio. Il va nous l'expliquer à partir d'un objet qu'on trouve dans toutes les cuisines. Mais avant de passer à nos bouilloires, Bernard-François, notre décor, est-ce qu'il est design? Non, mais il faut vraiment faire la différence entre les deux mots parce que c'est complètement l'opposé. Si on parle de décoration, on parle de stylisation. Si on parle de design, on parle d'un processus pour créer un objet qui va être utilitaire. Donc, le décor, il ne peut pas être design. Le décor, il peut être beau. Il peut bien... utile, par exemple? Oui, il peut être utile, il peut être beau et tout, mais c'est pas un objet de design. Le design doit avoir une fonction pratique dans la vie de tous les jours, oui, au travail ou à la maison. Oui, parce que finalement, le design, c'est de l'esthétique industrielle. C'est de prendre un objet qui va être utilitaire, mais il faut qu'il soit beau à regarder. D'accord. Tandis qu'en décoration, on peut seulement aller vers le beau, mais il ne sera pas vraiment utile. Puis quand c'est utile, mais c'est pas beau, c'est quoi? C'est pas le fun. C'est pas vraiment intéressant. Mais là, on a des belles bouilloires intéressantes. Oui, parce que c'est le meilleur objet pour pouvoir différencier le design. Tout le monde a des bouilloires à la maison. Oui. Il y en a qui fonctionnent moins bien que d'autres. Oui. Puis avec 3 bouilloires, on peut vraiment identifier le design industriel, la mode ou la stylisation, puis le manifeste d'architecture, où c'est seulement un prétexte, l'objet, mais on va recommencer avec le design industriel pur. D'accord, pur. Le vrai pur, il faut vraiment que l'objet suive la fonction, mais il faut aussi qu'il soit créé de façon esthétique. Donc, si on a une bouilloire qui est parfaite, le fond est en cuivre. Donc, c'est parfait pour la transmission de chaleur, surtout avec le gaz naturel. C'est parfait, ça chauffe bien. On a la bombe, une poignée qui est en polyamide. Donc, on ne peut pas se brûler, mais il faut aussi remarquer le dégagement entre les jointures puis la bombe, qui est très large. Donc, on ne peut pas se brûler quand on verse l'eau.
Puis en plus, pour rajouter un peu plus au côté esthétique, mais au côté aussi auditif, est muni d'un sifflet qui chante en harmonie, en mi, en si. Vraiment, en mi et en mi, en si, c'est en harmonie. Au diapason. Parfaitement. Puis c'est quoi la différence entre le mi et le si? L'eau est plus chaude ou moins chaude? Oui, à la première note, ça commence à frémir, puis quand les deux notes chantent en harmonie, c'est que l'eau bout vraiment. La pression a augmenté à l'intérieur. Ça, c'est design. Design industriel. Industriel. Il n'y a aucun phénomène de mode dans l'objet. Ça veut dire que cette bouilloire-là a été créée en quelle année, puis peut durer combien de temps? Celle-ci était destinée, mais les trois bouilloires ont été destinées début 80. OK. Mais un objet comme ça, c'est absolument indémodable. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de connotation de mode à l'intérieur. On s'entendra pas. Non. Tandis qu'on si on va à la deuxième aussi, bon, à bouille l'eau, évidemment. Oui. Mais là, on voit plus ces connotations de fashion. Parce qu'on s'aperçoit ici, sur le bord, c'est estampé des points. Pourquoi? Aucune raison fonctionnelle des points. Non. Seulement purement esthétique. Du style. C'est du stylisme. La poignée bleue, la même chose, puis le petit oiseau aussi. L'oiseau, c'est encore un sifflet, mais il ne chante pas en harmonie comme l'autre. Il envoie seulement le son strident. On aime moins ça. On commence à moins aimer ça, là. Ça veut dire que ça risque de passer de mode? Oui, l'objet risque de passer de mode. Même si c'est très fonctionnel. Même si c'est fonctionnel, oui. OK. C'est mieux d'aller vers... Ça dépend ce qu'on veut s'acheter. OK. On parlera de prix plus tard. C'est ça. Ça, c'est très joli. Mais ça sert à rien. Ça chauffe pas l'eau? Ah, ça peut la chauffer, mais c'est un peu dangereux. Ça chauffe les doigts aussi? Ça chauffe vraiment les doigts, parce que si je la prends en main, mes jointures risquent de toucher le cône. Donc, je peux vraiment me brûler. Ah oui. C'est pas évident. Je commence à la trouver moins belle, là. Mais on s'en fout de l'objet. Ah oui? Oui, c'est pas important. Non. Parce que c'est pas un objet en tant que tel. C'est seulement un prétexte à l'architecte pour expliquer son nouveau langage formel. Donc, finalement, l'objet devient une sculpture. Donc, les gens qui vont acheter ça, c'est pas pour faire bouillir de l'eau? Pas vraiment. Ou si le fond, c'est à leur risque et péril? Ils vont plutôt l'acheter pour avoir une pièce d'Aldo Rossi dans la maison. D'accord. Juste pour pouvoir avoir la nouvelle tendance et tout, puis pouvoir sentir le nouveau langage d'un architecte très précisément. Puis ce phénomène-là, malheureusement, c'est que tout le monde va dire que ça fait design. Oui. Puis c'est ce qu'il ne faut pas. C'est pas design. Non, c'est vraiment du manifeste d'architecture. Puis plusieurs personnes ont peur d'aller acheter du design parce qu'ils vont dire les termes « c'est flyé »,« c'est pété », c'est trop pour moi. Oui, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça, c'est vraiment de la haute couture. C'est vrai. Hein? C'est comme quand on regarde la mode à la télévision, on dit « je porterai jamais ça », mais c'est pas fait pour ça. Non, mais une fois qu'on a vu la haute couture, on s'en va acheter son prêt-à-porter, puis on sait c'est quoi les tendances, puis on peut acheter quelque chose qui va nous ressembler un peu plus. Donc, d'où l'objet de stylisation. Bernard, on va laisser infuser ça pendant la pause, puis on continue après. Parfait. Avez-vous 15 secondes? On va essayer une aspect. C'est génial. Elle est confortable, spacieuse et performante. Moi, je continue, mais vous venez l'essayer chez Formule Pontac Buick. Passez un week-end sur le Cruise Control. Samedi à 20h30, Tom Cruise est prisonnier de la firme. Et dimanche à 20h, il doit affronter Jack Nicholson dans Des Hommes d'honneur. Ce week-end, prenez le Cruise Control de votre télécommande à TVA. Naturel, vrai. Je veux une apparence qui soit mon reflet. Mon style, c'est Grecian. Pas question d'être ce que je ne suis pas. Simplement faire valoir tout ce que j'ai en moi. Mon style, c'est Grecian. Le style Grecian, pas de place pour le gris. Une nouvelle génération, un nouveau jour prend vie. Grecian style. Degré, activé par la chaleur du corps, peu importe le degré. President Bill Clinton had in his final hours in office that they not be printed, those regulations,
hoping to stop them, most of them having to do with setting aside lands in the West under the Monuments Act and also dealing with the National Forest and the construction of roads into them. So that'll be a fight that will go on both in the courts and in Congress in the coming weeks as the presidential motorcade makes its way toward the reviewing stand where the senior President Bush and Mrs. Bush are already in place. We'll tell you we'll be back after this. All right, Valentine's Day is coming. What's the best way to say I love you? How about on primetime television? That's right. Enter NBCI.com's Primetime Valentine Contest. The winner will profess their love on Valentine's night right here on NBC. Entries will be judged on creativity. So be sweet. Goes forward. These United States are confronted with... The correct answer, President Reagan's first inaugural address in 1981. The longest and one of the worst sustained inflations in our national history. And as we watch a new president from a new generation coming down Pennsylvania Avenue with a cordon of security around him, George W. Bush in the middle of all of that, sitting in the right-hand seat of that new presidential limousine, we're joined by Michael Deaver, who was one of President Reagan's closest confidants and advisors, helped shape the image of Ronald Reagan, and has one of my very favorite inaugural stories. When on the morning that Ronald Reagan was to be sworn in, Mike Deaver had to go knock on the door of his bedroom and say to him, Mike? I said, Governor, it's 8:30. In a couple hours, you're going to be sworn in as the 40th President of the United States. And he raised up out of the covers and said, do I have to? But then, with your help and the help of James Addison Baker, whom we have seen again recently here, and with the help of Ed Meese and others, the Reagan presidency had a daily message that it wanted to get out. It had an idea of what it wanted the country to see when it looked at Ronald Reagan. Well, you know, when you look back on that, we had to change the economy. We were going to never be reelected, and so it really was more discipline than anything else. And it's one of the things that I see in this new young president who's coming in. He may be the most disciplined guy we've seen in a long time. If you had to give him one piece of advice, though, Mike, as he goes into the White House, what would it be? Well, I think it is to save yourself for the big decisions. You know, set your priorities and stick to them, and don't worry about the rest of it. If you've got 2 or 3 things that you want to get done, then do that and let somebody else handle the rest of it. There's always that temptation to respond to the last question in the White House press briefing room, though, isn't there? I used to always hold my breath when somebody would say just one more, and the president would say, okay, I'll just take that one. There's George W. Bush coming down. His Secret Service code name, Tumbler. His wife is Tempo. Remember Ronald Reagan's? Right. Secret Service code name, Mike Deaver? Rawhide and Rainbow. There you go. What do they come up with these? I have no idea. Do you have any influence over them? No, none at all. No. You know, Bill Clinton was Eagle, is Eagle. Hillary Clinton, Evergreen, and Roger Clinton, his brother, who he pardoned today, was Headache. Maria Shriver is down there on that parade route as well. Maria, you still bundled up against the wet and cold conditions? Yes, it is rather nippy out here, Tom. We're coming up Pennsylvania Avenue, but just past 6th Street. A lot of protest signs along this route. As you can see, the president's car is just over my right shoulder. A lot of abortion signs along here. A lot of signs, Bush cheated, mixed in with Bush Cheney signs. People kind of yelling, others yelling boo. He's got a clear view of all of this. You can see signs over here, no majority, no mandate. So a lot of different versions of people's politics out here today for the new president and the new first lady to see. But by and large, a lot of young people have been out here for a long time braving this weather, so they're pretty determined to have their voices heard and to get a glimpse of this president, which they hope he'll get out of his car in just a little bit and walk. No guarantee of that yet, but they seem to be a very vocal crowd. You can see signs like Bush Cheney, thank God, and they're mixed in with other signs down here that you can read for yourself. I don't know if I want to read on television some of them, but that's the crowd for this moment right here on Pennsylvania Avenue. Tom? Thank you. Let's go to Campbell Brown now, who's at the scene of a sizable protest at Navy Memorial 6th in Pennsylvania. Campbell?
Well, Tom, there are a number of protesters here, but one of the more organized groups that has used this as a staging location is the National Organization for Women, and with me now is the president of that organization, Patricia Ireland. And you all have been very vocal in your opposition to the nomination of former Senator John Ashcroft as Bush's Attorney General. Ashcroft saying in his confirmation hearings that he was not going to seek to overturn Roe v. Wade. So why such a strong force here today? Well, first of all, he has given all the right answers in the hearings, but the truth is that by nominating someone so extreme, the Bush-Cheney administration has just really galvanized and strengthened our movement. People are angry, they have a sense of fundamental injustice, and that's what brings them here. And Tom, I can tell you there are some other protesters here in addition to your group, which has been peaceful in its protests. But right now, Tom, I don't know if you can see the picture, but as the motorcade makes its way down Pennsylvania Avenue, there's been pushing and shoving with police lined up along the streets in riot gear in kind of a standoff with a small group of protesters, about 20 people, all dressed in black, who have been throwing debris into Pennsylvania Avenue and scuffling somewhat with police right now, and they are getting in a heightened state of alert as President Bush's car gets a little bit closer. Tom? Thank you, Campbell Brown. Let's go back to Maria Shriver. Maria? Tom, the protesting is now very intense as we're coming up here. A lot of National Organization for Women screaming fraud, Bush stole the election. The police are now in about 3 or 4 rows deep along here trying to push back protesters. People taking off their clothes, protesting fur. You can see right here, people down in the street being handcuffed. Police are in riot gear. A lot of screaming, a lot of pushing, a lot of yelling. It's hard to tell exactly how much the president can see, but he can hear all of this and see it. People very angry over here as we push back. The police standing at attention, as I said, 3 or 4 rows deep, and not taking any chances. So that's where we're coming up now a little bit onto Pennsylvania and about 9th Street. And there are, I see very few actual Bush-Cheney signs or pro-Bush signs in here. Back to you, Tom, as we come up here now on Pennsylvania 9th. You see police on horseback here, police in riot gear running over here to the side. It is quite an angry crowd, and then try to mix in with quite a positive crowd. It's kind of hard to say who's in the majority right here. Some people here obviously trying to enjoy themselves, and others obviously here trying to make a very distinct point. Tom? Thanks very much, NBC's Maria Shriver. I don't remember a demonstration like this at an inauguration for a long time. The demonstrations that occurred in 1973 when Richard Nixon was elected to a second term were mostly about the war. Right. Watergate had not yet really risen to a national consciousness at that point. It was later in the spring that we were aware of that. Mike Deaver, this is a president who has 500,000 fewer votes in the popular tally than his opponent. That does present some special challenges to him from a political point of view, doesn't it? It may, but you know, he seems to have decided that he's going to be more like Ronald Reagan and the note Reagan carried than the note JFK carried. Kennedy carried these numbers around with him, showing the closeness of the race. Reagan had something that he believed and had on his desk that said, yes, we can. And I think Bush is going to follow that more than he's going to follow the Kennedy model. I think he believes that I'm going to lead as if I have a mandate. But Doris Kearns Goodwin, he is going to have to reach out to some groups who do feel disenfranchised, and he acknowledged that in his speech there today. Right. Not as much as some previous presidents who had unusual circumstances acknowledged it. John Quincy Adams specifically said, you know, I know that there's peculiar circumstances that made me come here, and I know I have less confidence than previous predecessors, so I ask for your indulgence. I think he wanted more confidence than that, but he did reach out to Mr. Gore, at least in saying he conducted himself well and with honor and dignity. Now, for those of you who are watching, obviously there will